Donc bonjour à tous et puis bienvenue donc à la dernière sprint review. Il se passe que c'est pour le sprint 9. Donc bonjour à Thomas Porquet, bonjour à Dominique Pouget qui sont en ligne. Donc ici à Nancy, bon, il y a Willy Lenormand qui assiste à la revue, Michel Bontou, Fabien Villa, Yannick Schurter, qui parlera tout à l'heure, et puis moi-même. Le thème du sprint était dédoublonnage counter des événements de consultation. Donc on va vous montrer ça. On a fait d'autres choses, d'autres petites choses autour. Je vais commencer la sprint review et puis après Yannick enchaînera pour montrer vraiment le dédoublonnage counter. Avant de commencer, je vais vous donner peut-être des rendez-vous. Ce sprint se termine le 10 août, là, donc c'est le 9e sprint. Bon, on considère à la fin de ce 9e sprint qu'on a une version qu'on appelle 1.0, qui permet, donc suite au dédoublonnage counter, on peut, en analysant les fichiers de log, avoir des données qui sont exploitables parce que maintenant elles sont dédoublonnées et elles sont donc on peut penser interpréter les graphiques qui sont obtenus avec la production des événements de consultation. On fera une présentation un peu plus officielle de la version 1, je pense en novembre. Ça devrait tourner autour du 14 novembre, quelque chose comme ça, parce que c'est la date anniversaire du contrat, et donc on va essayer d'organiser une réunion technique avec tout le staff technique, que ce soit Couperin ou Unis. On verra comment on organise ça et pour refaire en fait pas une rétrospective, mais un bilan de cette version 1 et de ses fonctionnalités. Sinon, la bonne nouvelle aussi, c'est que le contrat, la coopération entre Unis et Couperin est reconduite, et avec l'Université de Lorraine aussi. Et donc, on va enchaîner les sprints suivants, et on reprendra donc le 9, je vous donne rendez-vous le 9 septembre pour la sprint planning de la suite, du prochain sprint. Voilà. Donc les deux dates, c'est ça, donc ça sera en novembre pour une version officielle 1.0, et puis aussi je pense qu'on en profitera pour exposer ce qu'on planifie de faire au cours du deuxième contrat. Voilà. Donc rendez-vous le 9 pour le prochain sprint planning. Donc sinon pour ce sprint, donc dédoublonnage counter, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait travaillé un petit peu autour. Il y avait un point qui est important, qui était les PKB. On a développé un petit outil qui s'appelle PKB Validator, qui permet de vérifier les PKB. Donc je vous rappelle que les PKB, c'est les bases de connaissances des plateformes. Et donc, elles sont constituées plus ou moins automatiquement, souvent manuellement. Elles sont sous forme de fichiers CSV. Donc, potentiellement, elles peuvent contenir des erreurs. Donc, c'était important d'avoir un outil qui permette de les vérifier. Donc, c'est ce qui est fait avec ce qui s'appelle PKB Validator, qui prend en paramètre un fichier CSV qui correspond à une PKB. Et on a la possibilité donc de tester toutes les PKB qui sont disponibles dans une instance Digipart via le make. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc j'ai mémorisé une ligne de commande, voilà, c'est appel à PKB Validator, et puis qui prend un paramètre, là un fichier PKB qui est un fichier test. Voilà. Et donc qui va en fait
produire un fichier JSON qui correspond à les enregistrements de cette PKB qui ne vont pas être valides. Donc là, comme c'est un fichier de test, il sort des erreurs et on s'aperçoit que les erreurs correspondent bien à ce qu'on attend. Donc c'est des erreurs provoquées par rapport à ce fichier. Donc, ce PKB validator, il va vérifier les ISSN, parce que les ISSN soient bien soient valides par rapport à un caractère de contrôle. Pareil pour les ISBN. Et les DOI correspondent bien à une expression régulière, parce que c'est une façon d'écrire les DOI. Et il vérifie donc qu'on a un PID unique et qu'on a un minimum d'informations, une information minimale d'identification disponible. Donc pour le lancer de façon globale, on peut faire un make test-pkb. Donc là, tout se passe bien parce que les PKB, ça a été l'occasion de les corriger. Donc elles ne contiennent que des informations qui sont correctes. Et si je demande un affichage plus détaillé, on voit qu'il a passé en revue les PKB qui sont disponibles avec le nombre de lignes dans ces PKB, et puis effectivement sur chacune d'elles, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un petit outil qui permet de vérifier que les PKB sont corrects. Ça, je pense que ça se révélera utile puisque on va être amené à collaborer, et donc les contributeurs vont amener des fichiers PKB, et donc on pourra vérifier que les fichiers sont corrects. Il y a une petite question qui se pose à ce sujet-là, c'est par exemple, il y a des ISSN ou des EISSN qui sont chez les éditeurs et qui sont non valides. Et donc là, la question c'est que j'ai eu l'occasion d'en corriger et je les ai supprimés parce que, bon, par exemple, je crois que c'est chez Springer, il y a la présence d'un ISSN et d'un EISSN, sauf que le EISSN, même s'il est affiché tel que chez l'éditeur, il n'est pas conforme à la règle sur les ISSN. Donc, à ce moment-là, comme il y en avait deux, j'ai retiré celui qui était mauvais. Mais ça peut poser la question de qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'ISSN non valide. Ce petit outil ne s'en soucie pas encore. Donc, ensuite, amélioration de la qualité du code. Donc, pour ça, je vais passer la main à Yannick, qui va vous dire en quoi ça a consisté, l'amélioration de qualité du code. Et puis, il va aussi parler du dédoublage Twitter. Voilà. Je passe la main. Voilà. Alors, donc, effectivement, dans ce sprint côté développement, on a eu deux grands points qui étaient la première, l'amélioration de la qualité du code et le dédoublonnage. Pour ce qui est de la qualité du code, naturellement, on a eu tout un tas de résolutions de bugs, enfin, quelques bugs qui restaient. Et la grande partie a été une réorganisation assez conséquente de la chaîne de traitement des événements de consultation, à savoir que tout ce qui était fait dans une route unique a été modularisé, donc a été séparé en différents modules qui font tous un job particulier, enfin un job, c'est pas exactement le terme, font tous un travail particulier sur les éléments de consultation. Et tous ces modules sont gérés par ce qu'on appelle un job, qui est également un module d'ailleurs, qui va à chaque fois récupérer un événement, enfin va donner un événement de consultation à un module et va récupérer un événement de consultation enrichi ou autre. Donc, parmi ces modules, ils sont assez nombreux, mais on va, pour les principaux, par exemple, on a un ordonnanceur qui s'occupe de mettre les éléments de consultation dans l'ordre. On a un enrichisseur qui s'occupe d'aller récupérer les infos dans les PKB. Donc voilà. À noter également que pour ce qui est de la syntaxe, on a rendu notre checker de syntaxe plus strict. On n'a pas besoin d'aller plus en détail. Ah, effectivement. Donc, je n'ai pas besoin de me donner plus de détails à ce niveau-là.
Et nous avons revu la manière de gérer, comment je dirais ça, la méthode de nettoyage des fichiers de test, car dans les archives EasyParts que l'on crée, à savoir en .dev, en .rpm ou autre, .zip par exemple, les fichiers de test, il faut savoir qu'ils ne sont pas présents au complet, étant donné qu'il y en a qui sont assez lourds. Donc, on les nettoie pour les plus lourds. Et ça posait des problèmes puisque il en manquait. Certains tests manquaient de fichiers de test, justement, donc ils ne passaient pas. On a revu le nettoyage pour que tout soit conforme, quoi. Pour que les tests passent, voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, on nous a fait remarquer que on parle de qualification des événements de consultation, mais cette histoire de qualification n'était pas très explicite. Donc, on a ajouté dans la doc, et d'ailleurs ça a été également fait dans le code, on a explicité ce qu'est un événement qualifié. Hop. Donc, une fois que les événements de consultation ont été parsés, ont été enrichis, une fois qu'on a les événements de consultation finaux, quoi, on se base sur un certain nombre de champs qui sont présents à l'intérieur pour savoir s'ils sont qualifiés ou non. Alors, pour ça, on a ce qu'on appelle un niveau de qualification. En gros, on a besoin d'un niveau de qualification minimum pour les considérer comme qualifiés. Et pour ça, on va regarder tous les champs qu'ils ont, sachant que certains champs ont un poids de qualification, entre guillemets, et la somme de ces poids sera considérée comme qualifiante si elle dépasse le niveau de qualification requis. Je ne sais pas si j'ai été très clair, enfin vous pourrez poser des questions si jamais je l'ai pas été. Alors ensuite, pour en venir à au dédoublonnage counter, donc notre l'objectif principal de ce sprint. Alors, on a déjà mis en place des nouveaux headers au niveau, enfin, pour paramétrer ce dédoublonnage. Donc, les headers que vous pouvez trouver, voilà, ici, on les a tous. Donc, le dédoublonnage, il faut savoir qu'il est, il n'est pas obligatoire, on peut le désactiver avec le header d'Apple Quick Removal. Et actuellement, on dédoublonne différemment selon trois, comment je dirais, selon trois types. On a les consultations HTML, on a les consultations PDF et on a les consultations MISC qui sont tout ce qui n'est pas HTML et PDF, tout simplement. Et donc les fenêtres utilisées pour dédoublonner ces consultations sont différentes pour chaque, et ces headers permettent de les spécifier, sachant que par défaut, ce sont les fenêtres recommandées par la norme Pointer, enfin la norme, les recommandations de bonne pratique. Ensuite, alors je vais vous expliquer rapidement avec ce schéma, il m'a l'air un petit peu gros, voilà. Alors, voici comment fonctionne l'algorithme de dédoublonnage. Alors, on a le dédoublonnage fonctionne dans une fenêtre temporelle. Par exemple, on va dédoublonner sur une fenêtre de 20 secondes. Imaginons. Donc, on a un certain nombre d'événements de consultation qui vont être à l'intérieur de ces 20 secondes. Et quand un événement de consultation ici va arriver, alors ce qu'on va faire en premier, c'est vérifier que des événements de consultation sortent de cette fenêtre. S'ils sortent de ces 20 secondes, ça veut dire que ils ne sont pas considérés comme des doubles clics. Il y a eu une certaine période de plus de 20 secondes enfin, entre eux et le dernier événement de consultation. Donc, on les valide et on les sort de la fenêtre. Ensuite, du coup, il ne nous reste plus que des événements de consultation à l'intérieur des 20 secondes, donc ils sont
qui sont soumis à la règle du double clic. Donc, on va vérifier que à l'intérieur de la fenêtre, il n'y ait pas un autre événement de consultation qui existe déjà, enfin qu'il n'y ait pas une même personne, un même login, qui ait consulté une même ressource. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va la supprimer car il s'agit d'une consultation d'une même ressource dans la fenêtre des 20 secondes, donc c'est un double clic. Voilà. Et donc on se retrouve avec toujours dans notre fenêtre des éléments de consultation qui sont uniques. Voilà. Alors, on va vous montrer un petit exemple d'usage. Oui, Excusez de vous interrompre. Est-ce que je peux poser une question à ce niveau-là? oui, bien sûr. Vous avez l'air de supprimer le deuxième événement de consultation, similaire au premier. Oui. Est-ce que dans la norme, enfin dans les règles, dans la recommandation Counter, il n'est pas dit qu'il faut supprimer le premier et garder le dernier? Le Parce premier, que, le dernier. Bah, en fait, parce que sinon, comment dire, le dédoublonnage, vous allez toujours le faire sur le premier et il ne se fera pas sur le second. Or, vous pouvez avoir la ressource 3 qui est appelée moins de 20 secondes après le deuxième appel. Et ça ferait encore un doublon. oui, effectivement. Et il me semble me souvenir, il faudrait que je vérifie que dans la recommandation, il faut garder le deuxième pour justement pouvoir refaire une règle de dédoublonnage sur les suivants. Alors, on va voir, parce que En fait, je crois pas. Enfin, c'est vrai, il faudrait vérifier, mais je crois on a suivi vraiment au pied de la lettre l'algorithme. On l'avait repris ensemble. Et il me semble que alors après, attends voir, ça dépend ce qu'on entend par deuxième. C'est-à-dire que le deuxième, est-ce qu'il s'agit du plus ancien ou du plus récent? C'est-à-dire qu'on garde toujours le plus récent Oui. de façon à ce que si un autre arrive, en gros, si on a des événements de consultation, enfin une consultation d'une même ressource toutes les 10 secondes, c'est toujours le dernier, le plus récent qui va être gardé et tous les autres vont être supprimés. C'est comme ça que ça fonctionne. Si, alors ouais, je suis d'accord avec vous, mais alors à ce moment-là, c'est votre schéma qui est pas bon. Juste. Ou alors, j'arrive pas à le comprendre, mais Ah si, justement. C'est-à-dire que si on a un événement de consultation qui est arrivé à 15 secondes, ouais, d'accord, c'est qu'il faut le lire du haut vers le bas, du bas vers le haut. oui, voilà, c'est-à-dire que Ouais, ok. je vais peut-être pas montrer assez bien, mais ils arrivent, enfin, notre événement de consultation est en haut, il arrive par en haut et là, ça se déplace vers le bas. Ok, d'accord. Alors, je suis d'accord avec ça. Ok, pas de problème. Désolé, j'ai pas été très clair. Non, non, mais c'est moi qui n'ai pas compris la numérotation du temps avant, en fait. Ok, c'est bon alors, merci. Ok, d'accord. Donc, pour un petit exemple d'usage, on va faire une petite requête. Hop. Est-ce que je suis bien invité? Parfait, oui. Alors, donc ici, on va envoyer un fichier qui s'appelle sdduplicates, donc qui contient un certain nombre d'éléments de consultation, enfin de consultation mises au double clic. Donc, voilà. Voilà. Alors donc, on obtient un certain nombre de consultations, hein, jusque là c'est comme d'habitude, et donc on a possibilité d'aller chercher un header, voilà le duplicate ici, qui contient les événements de consultation qui ont été considérés comme, enfin, qui faisaient doublon. Alors par contre, comment c'est fait? Ok, d'accord. Bon. On pose les trois. Ah, l'engagement. Sophie. Ah, là, ça devrait aller. Bon, j'ai l'impression que je vais avoir une masse de parole.
Oui, je peux le faire par le formulaire, ouais, effectivement. Ah, ça sera beaucoup plus simple. Alors, non, c'est pas ça que je veux. On a des fichiers de log sur le PC. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, autant pour moi. Voilà, donc on va en prendre un. Ah, c'est bien, non, pas trop non plus. Ah, c'est bien. Voilà, donc on va, ils sont en format standard. Donc on va envoyer un fichier de log. Tac. Voilà. Oui, effectivement. De toute façon, il a pas tardé, il va terminer, voilà. Alors, on remarquera qu'il y a donc, bon, j'allais montrer les headers, mais ça me donne l'occasion de montrer ça. Nous avons deux métriques nouvelles qui sont apparues. Le nombre de doublons filtrés, donc les éléments de consultation qui ont été supprimés parce qu'ils étaient considérés comme des doubles clics, et les anomalies chronologiques. Alors, à savoir, le dédoublonnage nécessite naturellement que les logs soient dans un ordre chronologique. Donc, si le fichier contient des lignes qui, pour une raison X ou Y, ne sont pas chronologiques par rapport aux autres, elles vont se retrouver dans ce fichier de log-là. Bon, là, elles en contiennent 0 parce que notre fichier est très bien rangé. Voilà, et donc, nous avons accès à un nouveau fichier de log ici qui contient toutes les lignes qui ont été filtrées pour cause de double clic. Donc, elles sont disponibles ici. Hop. Voilà pour ce qui est du dédoublonnage. Naturellement, on a une documentation. Voilà. On a une documentation qui est disponible dans la doc interne qui contient tout le détail sur l'utilisation des headers pour le paramétrage et tout ça. Alors ensuite, du coup j'ai parlé des sections supplémentaires. Alors, non, il y en a d'autres, c'est vrai. Alors, je vous ai parlé des doublons et des anomalies. Il y a également des nouvelles choses qui sont apparues dans le rapport sur le traitement, le rapport détaillé du traitement, qui est disponible ici donc, qui pourront aider pour les cas à problème. Par exemple, vous trouverez maintenant toujours systématiquement la première ligne du fichier que vous avez envoyé, ainsi que l'expression régulière qui a été utilisée pour parser les logs. C'est que si vous avez un problème de format non reconnu, par exemple, vous pouvez avoir accès à, vous pouvez savoir pourquoi en appliquant l'expression régulière sur la première ligne. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. A priori, j'ai fait le tour. J'ai fait un peu avec le formulaire en ancien. Donc, je vais peut-être donner. Tu peux pas faire le bonus? Alors, Dominique nous a concocté un outil, une macro Excel, qui va permettre aux pauvres diables qui n'ont pas Visokio ou autre, d'avoir quand même accès à des graphiques et autres, à des statistiques sur ce que nous retourne EasyParse. Donc voilà, ça c'est le contenu. Donc c'est aussi simple que ça le paraît. Donc on a un certain nombre de tableaux et on doit charger des données qui sont, il s'agit d'un fichier que nous a renvoyé EasyParse. Donc si je me souviens bien, c'est ça, voilà. Donc voilà, on prend un fichier et un retour d'EasyParse en format CSV. Et il va nous générer des comptages et de magnifiques camemberts, comme vous pouvez le voir.
Donc, c'est peut-être pas du Tokyo, mais c'est quand même pas mal, hein. Faut avouer, faut dire ce qu'il y a, hein. Ça permet d'avoir une première idée sur les données qu'on vient de traiter. Voilà. Et on peut générer des comptages, d'autres comptages, voilà, plutôt, voilà, générer des calculs. Toum, toum, toum. Voilà, qui va nous générer, ça va nous générer plusieurs pages. Donc là, vous avez les consultations de certains, enfin le nombre de consultations des domaines. Par exemple, là, on voit très bien que Science Direct est le domaine le plus consulté. Hop. Ici, on a les consultations, le nombre de consultations triées par login. Hop. Et là, les dates, à quoi ça correspond exactement? Voilà, oui, d'accord. C'est les dates de consultation. Donc, on a, là, c'est un fichier de log sur 2 dates seulement. Voilà. C'est une journée, puis il y a un petit peu terminé. Voilà. Ok. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de nous accueillir. Non, c'est super cet outil pour Excel, là. Ça va beaucoup plaire, ça je pense. Mais l'onglet login consultation ne correspond vraiment que si on a des logins. Oui. D'accord. En fait, c'est ce qui est extrait du champ login et ce qui permet de faire du dédoublonnage aussi par rapport à l'utilisateur. Mais bon, c'est vraiment un petit outil pour une première approche. Hein. Ça n'a pas l'objectif de vraiment Oui, donner. mais je suis d'accord, mais c'est vraiment très très bien, puisque à partir d'un fichier brut, ça permet déjà de voir des choses sans avoir rien à faire, donc c'est quand même déjà pas mal. C'est même plus que pas mal. Rien que ça pourrait détecter des anomalies ou des choses comme ça par rapport à un jour de consultation ou une première approche. Autre chose? Donc, Non, c'est quoi? donc là, je ne sais pas si vous avez des questions, on a peut-être été un petit peu vite. Donc, à l'issue de ce sprint, on se retrouve avec des données, comme vous l'avez vu, là, avec le fichier Excel, qui sont qu'on peut commencer à interpréter. Hein, on peut avoir une première interprétation. Donc là, je pense que ça va être le moment où on va encore plus vous solliciter pour avoir des retours, parce que là, vous allez pouvoir non seulement injecter vos données, mais regarder un peu ce qui se passe. Et je pense que vous allez être à même de dire, bah oui, c'est normal, c'est pas normal. Donc je crois que la balle va être dans votre camp pour nous faire des retours. Mais moi, j'aimerais bien essayer effectivement de travailler sur ces fichiers logs, mais bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je demande l'autorisation à la DSI d'avoir des extractions de fichiers logs sur le serveur, sur le proxy. Ouais. Et bon, il faut que ça passe par pas mal d'étapes. J'ai pas directement les fichiers logs d'un proxy que nous gérerions, nous, à SCD. Donc il faut demander à la DSI, comme c'est un proxy d'université, ça va demander pas mal de temps et d'explications. Okay. Sinon, je pense que d'autres auront la main sur les fichiers, hein, sur ces fichiers logs et pourront tester beaucoup plus rapidement, quoi. Dominique, est-ce que c'est la documentation et tout qu'on a mise en ligne et qui est dispo, elle est suffisante pour que toi tu puisses formuler une demande auprès de la DSI, enfin, est-ce que ce qu'on a déjà mis en ligne, ça te permet de toi formuler ta demande, ou est-ce qu'il manque des informations? Non, je pense que pour la formuler, je dois pouvoir la formuler. Après, ce qui va se passer, c'est que
enfin, je pense que le problème que nous, on va rencontrer, c'est que eux, ils ont des fichiers log de tout le trafic de l'université. Donc, il n'est pas vraiment question qu'ils nous fournissent ça. Ils vont pas forcément être d'accord avec ça. C'est assez logique. Donc, nous, ce qu'on va essayer de négocier, c'est d'extraire, a priori, les fichiers qui concernent la documentation. D'accord. Ça veut dire se baser sur des entêtes d'URL qui disent, bon, ben voilà, on va sur tel ou tel site. Alors, pour certains, ça va être simple, pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Mais je pense qu'on va leur demander ça, parce que si on leur demande un fichier log du réseau du trafic de l'université, d'abord, ça va être monstrueux. Et ensuite, ils vont nous dire, il y a des choses qu'ils ne vous regardent pas, même si on leur explique l'objectif. Ouais. Donc, je pense qu'on va devoir négocier d'avoir un traitement, un extrait de ces fichiers sur une certaine base, pour dire, voilà, ça concerne la documentation numérique. C'est surtout ça qu'il va falloir expliquer. Après, je sais pas, il faut qu'on rentre dedans. Moi, j'ai commencé à en parler à mes responsables. A priori, ils seraient plutôt d'accord, mais bon, il faut qu'on aille voir avec la DSI ce qu'eux en pensent. D'accord. Est-ce que tu as jeté un œil au document qu'on a commencé là en direction justement des directeurs d'établissement et des responsables de DSI et des responsables de ressources électroniques? Oui, j'y ai jeté un œil et j'aurais quelques remarques éventuellement à la fin à faire là-dessus. Ouais. D'accord. Ok. Parce que côté Couperin, enfin quand Dominique Le Chaudel disait que maintenant c'était un peu la balle était dans notre camp, moi j'entends ça comme dans le camp du réseau des utilisateurs en gros. Oui, Si c'est je ce fais que je pas voulais dire, oui. de sens. Et du coup, ce travail-là, c'est un travail que Couperin fait, enfin, va faire en toile de fond ou essaye de faire déjà un peu depuis le début du projet. Et le fait que maintenant on ait une brique logicielle qui fait un traitement de bout en bout et qui propose des résultats qu'on peut analyser, ça aide beaucoup. Et du coup, la rédaction de ce document en direction des responsables, etc., il procède de la même de cette dynamique-là. Ça veut dire fournir les outils et les argumentaires nécessaires à pouvoir porter un projet comme ça dans les établissements. C'est pour ça que je te posais la question, Dominique, du coup, de savoir si la somme d'informations qui avait déjà été mise en ligne était suffisante ou s'il manquait s'il y avait des gros points qui n'avaient pas encore été traités et qui manqueraient quand nos utilisateurs vont essayer de porter ce dossier-là auprès de leur hiérarchie. Je ne sais pas si la documentation en ligne suffit, c'est plus avoir compris à quoi ça va servir, qui va permettre de l'expliquer soit à sa hiérarchie, soit à la DSI, quoi. D'accord. Dans cette optique-là, je suis preneur de retour sur le document, alors. Ouais. Je voulais poser une question. Oui, sur le site web, sur le formulaire, est-ce que vous proposez, j'ai pas pris le temps d'y aller là, est-ce que vous proposez des exemples, c'est-à-dire un fichier que les gens pourraient traiter même s'ils n'avaient pas de fichier log sous la main? En fait, il y en a quand on installe une instance, dans les datasets, il y a des fichiers de log qui servent à faire les tests. À un moment, on avait mis une petite fenêtre qui permettait de sélectionner ces fichiers qui se trouvaient ici, là, qui permettait de sélectionner les fichiers qui sont sur la machine locale. Bon, ça serait pas très difficile à remettre, mais c'est vrai qu'on peut mettre un lien avec un fichier de log qui permet de faire de dérouler en fait le processus. Oui, parce que là, si le formulaire, il faut déjà avoir, pour l'utiliser, il faut avoir déjà tous les outils. Et on ne peut pas se rendre compte autrement. Il faut effectivement avoir un fichier de log à disposition. Voilà. C'est vrai que ça a été un peu pendant un moment. Et donc peut-être de proposer quelques fichiers tests, il ne faut pas forcément qu'ils soient immenses et très gros, mais quelques-uns qui comportent un certain nombre de caractéristiques intéressantes, permettraient peut-être à des gens qui
pour l'instant, ne sont pas là-dedans, sont en train de découvrir complètement la chose, de pouvoir voir de bout en bout ce qu'on peut faire. Et donc d'aller jusqu'au résultat final. Et c'est ça qui va être le plus parlant pour eux, parce que lire d'abord toute la théorie, toute la pratique, toutes les informations sans le voir, c'est toujours compliqué. Si on arrive à voir ce qu'on peut faire, du fichier log jusqu'au bout, je pense que ce sera un élément démonstratif très important, enfin, très intéressant. Ok. Et ça ne coûte finalement que de fournir quelques fichiers log, entre guillemets. Mais c'est vrai, c'est pas très cher comme... Alors, il y a plusieurs pistes, hein. Alors, il y a effectivement cette piste-là que tu évoques. On a aussi mis en ligne sur YouTube des screencasts d'installation, et on pourrait aussi en faire un comme ça, parce que ce qui se passe, c'est que mettre à disposition des fichiers de log, il faut que ça soit anonyme et tout ça, et donc du coup ça perd de son intérêt à partir du moment où c'est anonyme, alors que si on fait un screencast, il n'y a vraiment rien à faire, il n'y a qu'à suivre le film, et puis on peut aller de bout en bout en étant sûr que tout est bien fait, quoi. Donc je pense qu'il y a ces deux pistes-là, mais c'est vrai que ça peut être motivant pour les gens de pouvoir montrer le process de bout en bout. Alors c'est vrai qu'effectivement le screencast c'est de l'auto-formation. Je dirais que le fichier test, effectivement, il y a le problème de l'anonymisation, mais ça permet de faire les choses. J'ai suivi le cours et je mets en application, et c'est pas une étape inutile, et vraiment pas, quoi. Alors oui, le problème de l'anonymisation, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais Bon, c'était un peu ça qui nous avait freiné, mais bon, j'imagine tout à fait le retour de cette petite boîte de sélection là, qui pointe sur quelques fichiers bien choisis et puis qui permet de faire de reproduire le process. Mais Dominique, ceux qui sont livrés avec le logiciel là, les fichiers qui sont livrés avec le logiciel, ils sont anonymisés, non? Oui. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que après, une fois que c'est anonymisé, c'est moins significatif. Ah oui, non, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais par rapport à... Ouais, mais en fait, même, je pense que c'est difficile d'avoir deux Dominique là, parce qu'on est obligé de dire les noms de famille. Je pense que Dominique Rouget a touché un truc très juste avec le fait d'avoir des fichiers à disposition qui permettent de faire. Et du coup, ça permet aussi de présenter le projet dans son établissement alors qu'on n'a pas encore les logs. Parce que c'est une étape qui peut permettre d'obtenir les logs en disant voilà comment ça réagit sur des logs anonymisés. Et puis, je suis d'accord, anonymiser, c'est moins intéressant, il y a moins d'informations sur les gens ou les blocs ou les institutions qui utilisent. Mais on a quand même beaucoup d'informations sur ce qui est utilisé. On ne sait pas qui, entre guillemets, parce que c'est pas qui, mais quel labo, quel bâtiment utilise les choses. Ça, c'est effectivement les logins ou les IP qui peuvent donner ça. Mais on a quand même des informations sur ce qui est utilisé. C'est quand même la moitié de l'outil. C'est pas rien. Tout à fait. Je pense que les deux ont un intérêt et c'est pas forcément très compliqué à mettre en place. Parce qu'à la limite, anonymiser, ça veut dire crypter des logins pour qu'on ne puisse pas remonter à quoi que ce soit. Mais ça en fait quand même des choses différentes. Alors après, je suis d'accord, on ne peut pas les relier à un labo, on ne peut pas les relier à un établissement, etc. Mais on peut voir quand même qu'on a des logins différents et qu'on est capable de les avoir comme information. Et c'est ce que tu peux compter dessus. Pardon? C'est noté et je pense que tu pourras compter dessus. On te préviendra quand ça sera. Je te dis, c'est pas très compliqué à mettre en place. Et voilà. C'est une fonctionnalité qu'on avait faite et qu'on a retirée pour un peu simplifier l'interface. Mais avec cette nouvelle interface, on pourra la remettre en place de façon discrète. D'accord.
Et faites un lien sur les formations YouTube sur cette page. Oui, c'est Alors, vrai qu'il y en a pas de lien YouTube. le lien, il est sur la page d'accueil de Analogie. Ah ouais, mais non, il faut la mettre là-dessus, il faut la répéter là-dessus. On les a là. Ouais, on pourrait les mettre dans le bandeau en haut à droite, là, on pourrait avoir une Ah petite ouais. icône YouTube ou Dailymotion, je sais pas sur quoi vous l'avez posté. Et Quand les gens sont sur le formulaire, leur demandez pas de revenir là pour trouver les. Voilà, il faut le mettre là avec les autres liens. ouais, Ok, on Et les note. comme ça, vous avez un outil qui se suffit quasiment à lui-même avec sa formation, son test, et on peut vraiment faire. Enfin, je pense que ça sera vraiment plus vendeur, quoi. vous pouvez mettre un lien vers la chaîne. C'est une chaîne YouTube, c'est ça? Oui. Je me rappelle plus. De l'installation. J'avais une autre question qui m'est venue quand vous avez parlé justement de la du PKB Validator. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est pour la mise à jour des PKB? Alors, moi, je me suis posé plusieurs fois la question en ayant travaillé sur BMC. Bon, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux sites qui étaient rentrés dans la base BMC. Et comment je fais pour mettre à jour la PKB de BMC? Là, ça se fait via le gestionnaire de version, GitHub. On a en fait, on versionne d'un côté, on versionne le logiciel, donc EasyPart, et on a un projet aussi réservé au PKB. Et donc le mécanisme, donc il va falloir qu'on l'explicite. Ça va être que quand on a une instance de EasyPart, si on fait des modifications sur les PKB, on utilise le mécanisme de gestionnaire de version avec GitHub pour poster les mises à jour des PKB. D'accord. Et donc le gestionnaire de version, il va garder un historique de toutes les versions des PKB et qui permet de revenir en arrière Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, quand j'ai utilisé PKB Validator, je me suis aperçu qu'il y avait des PKB dans, je sais plus, c'était Stringer, j'ai dit Wiley, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, genre, dans l'ISSN, il y avait marqué print only, ou only print version, ou en fait des chaînes de caractères, alors que ça aurait dû contenir une vraie valeur ISSN. Et donc j'ai corrigé tout ça et j'ai fait un update, j'ai fait un push sur le GitHub et ça a mis à jour. Et donc quand on déploie une instance, tout est mis à jour. Ok. Alors par contre, c'est vrai que on n'a pas explicité encore le mécanisme, détaillé la procédure. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore documenté pour monsieur tout le monde. C'est vrai que c'est une pratique, ça reste une pratique de développeur, la manipulation de GitHub, mais c'est pas tellement compliqué. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter ça, retenir le mécanisme qu'on a adopté jusqu'ici, c'est se servir du makefile pour faire des choses. Donc on a juste à faire, là comme je vous démontrais tout à l'heure, make test PKB, on peut imaginer une commande de ce genre-là et qui traite tout automatiquement. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est à prévoir, parce que ça fait partie de la maintenance, en fait. Hein. Ouais. Et de la mutualisation aussi. Et de la mutualisation aussi. On va discuter dans la version future pour vraiment faciliter tout ce travail de maintenance collaborative. Ouais, parce que c'est un aspect très important, parce qu'il va y en avoir des mises à jour. Hein. Oui. Et je m'étais fait une autre réflexion aussi à propos de la mutualisation. Ouais. C'est que
Finalement, jusqu'à présent, le noyau des gens qui avaient développé soit des analyses, soit des parseurs était très petit, en fait. Oui. Et alors, il est évident qu'au départ, pour que l'outil soit vendable, il faut qu'il y ait un noyau d'analyse qui soit déjà préparé. Pas que ça soit complètement vide et que les gens puissent vraiment tester quelque chose, voir si ça fonctionne sur différents portails. Mais en même temps, il va falloir que vous élargissiez beaucoup le nombre de gens qui vont participer à soit cette analyse, soit l'écriture des parseurs, parce que sinon vous n'allez pas avoir de mutualisation en fait de ce point de vue-là. Alors c'est pour ça, on a plusieurs cartes à jouer. Donc là, j'ai dit qu'en novembre, on va essayer de faire une réunion, un espèce de comité technique où on va essayer de relancer, de refaire l'activité autour du projet. Et puis on a aussi une autre occasion, ça va être les JIRES 2013. En fait, c'est une espèce de grand-messe d'informaticiens de l'université et du CNRS. Et donc, en parlant du projet, je pense qu'on pourra avoir un écho à cette occasion-là. On va sensibiliser, je pense, pas mal de gens et on va leur montrer que il y a des outils à disposition pour faire justement du suivi comme ça. Et je pense que ça peut avoir, on peut avoir un retour. Et puis il y a Thomas aussi qui, donc, il en a parlé tout à l'heure, qui va envoyer en fait suite au questionnaire qui avait été posté au centre de doc. Je crois que Thomas, tu as à peu près 80, c'est ça On a 80 établissements établissements qui sont occupés des sites qui leur permettent de faire de l'analyse de données interactif, qui font des proxys ou des reverse proxys pour l'accès à la documentation électronique. On a récupéré ça dans un questionnaire Couperin à propos des Discovery Tools. Et du coup, on peut déjà cibler sur ces établissements-là, puisqu'on sait qu'ils ont l'infrastructure technique qui devrait leur permettre au moins de collecter des logs. Donc là, enfin, je pense que ça va être une étude à plusieurs étages, là, donc en novembre, et puis donc le JIRES, ça sera en décembre. Et puis je sais pas Thomas, toi quand tu penses envoyer à la rentrée là. Ce petit brief là, donc voilà. Donc à la rentrée, il y a ce document pour les responsables plus tard. Moi je vais essayer de faire du marketing RSI sur mon téléphone et d'appeler des gens aussi pour relancer quoi. Mais c'est vrai que c'est la partie la plus complexe du projet finalement, enfin hors technique, j'entends. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est pareil, on a avec les adhésions points là pour la nouvelle année sont partis des fiches explicatives des projets en cours. Et on a pour la première année là, on a établi un rôle fonctionnel dans les établissements qui s'appelle correspondant service, je crois, ou correspondant outil. Et on essaye de demander aux établissements de désigner quelqu'un qui serait l'interlocuteur pour ces projets-là. Donc d'analyse de stats, tout ça quoi. Ouais. En plus du correspondant archive ouverte, en plus du correspondant à négociation, etc. Donc on a ouvert quelque chose qui à terme devrait finir dans les fiches de poste de personnel dans les établissements. Ouais. Ça c'est vrai quelqu'un dont le rôle, enfin dont une partie de l'activité serait officiellement de participer au projet Couperin qui porte sur ça quoi. Donc mais ça c'est pareil, ça va prendre un peu de temps à trouver, je pense. Mais disons que le processus est lancé. Définir un profil propre à cette activité-là qui serait effectuée par une personne nommément désignée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc nous, ça nous fournirait un contact, un mail et un téléphone. Où, du coup, moi, je pourrais communiquer directement avec ces personnes-là dans chaque établissement. Et puis côté établissement, ça légitime aussi ce travail-là. De dire, voilà, on a quelqu'un dont le travail, c'est de s'occuper de vérifier qu'il a des logs, de vérifier qu'il est capable de l'occuper, participe à des ateliers pour apprendre quoi faire de ces résultats, etc. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Non, moi, pas d'autres questions. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à cette dernière interview. Donc, je vous donne rendez-vous donc au 9 septembre pour la rentrée. Et puis, d'ici là, je relancerai, je ferai un doodle pour savoir qui est susceptible d'être présent ou pas et qui veut participer. D'accord. En tout cas, merci à tous. Merci. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas à vous envoyer des mails. Alors moi, j'ai une question, j'ai deux questions un peu à la marge. La première, c'est à propos du document, Dominique, comment tu préfères m'envoyer un mail avec tes remarques ou tu préfères qu'on en discute au téléphone dans l'après-midi ou... Alors, je vais t'envoyer un petit mail et qu'on pourra se changer par mail. Ok. Et en fait, ma deuxième question, elle est reliée à celle-là, c'est est-ce que tu es présent à ton bureau cet après-midi ou pas? Non, je suis en vacances, là. Tu es en vacances, d'accord. Donc je t'embête pas plus longtemps. Et du coup, ton mail, moi je suis en vacances à partir du 15 août. Fin août. D'accord. À partir du 15 août jusqu'à 15 août. 15 août. Non, moi, je reprends le 19, mais là cette réunion, bon, comme je pouvais la faire de chez moi, que le sujet m'intéressait, je l'ai suivi. Mais je vais t'envoyer des remarques là par mail. On peut s'échanger des mails, mais voilà, je suis pas officiellement. Bon, ça marche. Bah, écoute, bonnes vacances et merci d'avoir pris du temps pour ça alors. Ben non, mais merci pour le boulot parce que ça va bien avancer. Et voilà, ça va devenir vraiment très intéressant. Et du coup, ça reprend à la rentrée. Je suis très content de ça aussi. Ok, merci à tous. Bon, pour info, nous aussi, on est en vacances demain. Voilà. Et donc, je pense. on reprendra la rentrée. Bonnes vacances à tous et à bientôt. Alors. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.